Jean-François, sur cette question, du point de vue d'une organisation qui s'intéresse à des personnes, à des réfugiés. Alors, c'est très difficile d'intervenir après le Parlement et la chaire. Et du coup, je serais assez volontiers d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Alors, je vais forcer un peu ma position pour essayer d'introduire. Je vais me faire un tout petit peu l'avocat du diable, mais pour le plaisir, quoi. En disant alors le fait qu'il y ait une liste commune. C'est-à-dire le fait qu'il y ait une harmonisation des pratiques, parce que comme Sylvie Guillaume l'a dit tout à l'heure, un pays est sûr pour la Belgique mais pas pour la France, il est sûr pour le Luxembourg mais pas pour la Belgique, il est sûr pour le Royaume-Uni mais pas pour... Enfin bon, donc pour l'Allemagne mais pas pour l'Autriche. Donc on voit bien qu'il y a un petit problème dans le processus de définition. Donc qu'il y ait une harmonisation des définitions entre les États qui construisent ensemble une Europe de l'asile, c'est pas follement aberrant. Bon, ils avaient échoué à le faire lors de la grande révision du régime d'asile européen commun en 2013, lorsque la directive procédure a été révisée. Elle est entrée en vigueur en juillet dernier, 2015. Donc, ça avait raté et donc ça revient maintenant, à cause de l'actualité. Mais donc, encore une fois, ce principe d'harmonisation est pas totalement absurde. Deuxièmement, l'idée de se dire qu'il y a... Alors, je vais reprendre, Sylvie Guillaume y a fait allusion tout à l'heure, je vais reprendre la définition qui figure dans la directive procédure, qui s'applique, donc celle qui... Alors, un pays d'origine sûre est ainsi défini comme lorsque, sur la base de la situation légale, donc le droit, de l'application du droit, donc c'est pas que le droit, c'est pas les textes on a ratifié, mais c'est l'application du droit, donc les tribunaux, l'administration, etc. Dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que d'une manière générale et uniformément, donc sur tout le territoire et tout le temps, on va dire, il n'y ait jamais, pas de temps en temps, il n'y ait jamais recouru à la persécution, Convention de Genève, définition de la Convention de Genève, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, et qu'il n'y a pas de menace en raison d'une violence aveugle dans des situations de conflit armé, international ou interne. Ça, c'est ce qu'on appelle la protection subsidiaire. Bon. Alors vous allez me dire, un pays qui est démocratique, où il n'y a jamais de persécution, où il n'y a jamais de torture, où il n'y a jamais de peine ou traitement inhumain ou dégradant, même dans des commissariats, où il n'y a jamais de menaces sérieuses, finalement c'est un pays sûr, c'est les pays où on va passer nos vacances. D'autant que pour réaliser cette évaluation d'un pays sûr ou pas sûr, il est tenu compte de la mesure dans laquelle le pays offre une protection contre la persécution. Donc c'est pas simplement un pays qui n'est pas persécuteur, c'est un pays qui doit protéger et les mauvais traitements. Et on examine les dispositions législatives et réglementaires, la manière dont elles sont appliquées, la manière dont sont respectés les droits et libertés fondamentaux, etc., etc. Et puis le fait qu'il dispose d'un système de sanctions efficace contre les violations de ces droits. Donc s'il y a un dérapage, s'il y a une bavure, paf, sanction. Voilà. Donc c'est quand même une définition assez protectrice. Et en tout cas, la France y a gagné puisque jusqu'à juillet dernier, la France avait une définition propre qui était dans le code d'entrée et séjour des étrangers droit d'asile, qui était antérieure à la première, à la première définition, et donc on se l'était gardée, et elle était beaucoup moins protectrice, elle était beaucoup plus large dans sa définition. Donc, vous voyez, si on considère que c'est à cette grille vraiment qu'on examine qu'un pays est sûr ou ne l'est pas, alors d'abord il y aura très peu de pays sûrs, puis ensuite ils seront vraiment sûrs, quoi. Bon. Et d'un pays comme ça, si quelqu'un vient en disant je suis persécuté, je fuis la guerre, on lui dira mais attendez, c'est pas possible, vous venez d'un pays où tout ce qu'on vient de dire. Donc c'est pas follement absurde. Le problème c'est comment on l'applique. Et précisément, très souvent, le prétexte juridique de l'analyse d'une situation géopolitique, d'une situation juridique, d'une sécurité juridique, du respect de l'état de droit, etc., va être l'affichage d'une gestion des flux, ce qui vient d'être dit. Bon. Et alors, c'est pas, on n'applique pas cette grille à tous les pays dont sont originaires un grand nombre de demandeurs d'asile, parce que sinon il faudrait mettre, si je vous prends le top 10 des principales arrivées en France en 2015, c'est Soudan, Syrie, Kosovo, dans l'ordre Haïti, RDC, Bangladesh, Chine, etc. Irak, Donc il s'agit pas de se dire, tous ces gens-là, on va les classer comme postes parce qu'ils sont nombreux. Mais il n'empêche que, dans un certain nombre de cas, on voit bien que le présupposé, c'est une volonté de s'éviter à devoir gérer
l'examen de la demande d'asile d'un très grand nombre de personnes qui viennent de pays considérés comme sûrs, et que ce serait quand même mieux s'ils venaient par là. Et que, en plus, et donc il y a cette idée très jacobine d'un certain, c'est de se dire qu'on va envoyer des signaux. C'est-à-dire que si on change la liste des postes, l'heure qui suit la publication du JO, dans les capitales d'origine des pays de demandeurs d'asile, on va dire oups, il faut plus venir en France parce qu'on vient d'être classé poste. Alors, c'est vrai que certains classements en pays d'origine sûrs ont fait évoluer, parce que les gens, effectivement, peuvent être amenés à comparer les situations dans les pays d'accueil et vont considérer que c'est plus ou moins favorable d'aller dans tel ou tel pays. Mais de ce point de vue-là, il y a une évolution et que pour l'instant l'administration française n'a pas vu venir. C'est que la réforme de l'asile qui est entrée en vigueur l'année dernière rapproche considérablement la situation qui, jusqu'alors, était assez différenciée, jusqu'en 2015, entre les gens qui étaient en procédure normale, 70% des demandeurs, et les gens qui étaient en procédure accélérée du fait, ça s'appelait prioritaire, peu importe, à l'époque, maintenant c'est accéléré, du fait de ce classement. Vous venez d'un pays sûr, paf, on vous met en procédure prioritaire ou accélérée, tac, tac, tac. Bon. Et avant la réforme, vous n'étiez pas admis au séjour, vous n'aviez pas droit à rentrer dans le dispositif national d'accueil. Si l'OFPRA, qui est l'instance qui examine votre demande d'asile, l'Office français de protection des réfugiés apatrides, rejetait votre demande, et si vous y avez un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, il n'était pas suspensif de l'obligation de quitter le territoire que le préfet de votre lieu de résidence vous avait envoyé dans le mois qui suit. Donc, il y avait un statut, quand on venait d'un pays d'origine sûre, qui était beaucoup moins protecteur. Bon. La réforme a modifié les 3 points que je viens d'indiquer. Bon. Donc, le classement pays sûr, c'est plus le coup de baguette magique pour créer une différence de traitement juridique et social qui va dissuader des gens de venir. Ça, c'est tout faux, c'est raté, c'est fini. Il va falloir que ça rende compte. Et d'ailleurs, la conséquence de ça, c'est que le 4e pays d'origine actuellement, c'est l'Albanie qui a été classé pays d'origine sûre. Donc, on classe l'Albanie en poste, c'est toujours le 4e pays de demande. Donc, ça ne dissuade pas les demandeurs d'asile albanais de déposer une demande. Voilà. Et puis, alors juste, qu'on avance un petit peu. Il y a toute matière. Il reste quand même cette question de la procédure accélérée, puisqu'effectivement, alors comme il y a 30% de la demande qui est accélérée, l'OFPRA n'a pas le temps de les gérer en accéléré, donc il les gère en 3-4 mois comme tout le monde pratiquement. Mais du côté de la Cour, vous êtes traité en 5 semaines, la Cour nationale du droit d'asile doit traiter les demandes dans un délai de 5 semaines et avec un juge unique. Voilà. Donc là, il y a vraiment une différence de traitement et effectivement, il y a des enjeux de protection.